Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos, salut les turfasses et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Salut le Turfu, une émission un peu spéciale comme le disent souvent nos amis youtubeurs et youtubeuses. Un peu spéciale, oui, car consacrée à la sortie de la nouvelle édition de notre magazine papier Youpi. Oui, première nouvelle, Uzbek Erika, c'est d'abord, historiquement en tout cas, un très beau magazine papier disponible tous les 3 mois en kiosque et pour la modique somme de 6,90 €. 114 pages, pas de pub, de superbes illustrations, des sujets d'une originalité et d'une pertinence sans égale. Oui, comme dirait Claude Askolovitch qui s'occupe de la revue de presse de France Inter, lisez Uzbek Erika. Bref, je vous vois toutes et tous vous poser la question, après la Chine, après l'effondrement de nos civilisations, à quoi ont donc bien pu s'attaquer la petite bande de journalistes d'Uzbek Erika? La réponse tient en un mot. Internet. Comment? Internet. C'est toujours un peu compliqué de reprendre après ce type d'extrait. C'est une des meilleures vidéos d'Internet que je mettrai sur le site. Alors, Internet, pourquoi Internet? Pourquoi s'attaquer à cet obscur objet du désir, réceptacle de tous les espoirs parfois déçus et de tous les fantasmes? Internet qui en quelques années est passé dans l'opinion majoritaire de formidable outil au service de la démocratie à menace ultime pour cette même démocratie. Donc on s'est posé la question de savoir ce qu'il en sera dans 30 ans, en 2050, quand Internet aura atteint l'âge adulte. Faut-il rappeler que le World Wide Web sur lequel on travaille et sur lequel on vit tous les jours n'a même pas encore 30 ans. On a tenté de faire le tour donc de la question, en 10 questions justement, entre mémoire de l'humanité, réalité virtuelle, cyberguerre, tuyaux et utopie. La rédaction a imaginé quelques petits scénarios pour introduire ces questions et puis a fait réagir des experts à ces visions du futur. Et on va donc vous en présenter quelques-unes des réponses qu'on a essayé d'apporter à nos interrogations dans ce podcast, histoire de, on l'espère, vous donner envie de vous précipiter en kiosque ou sur notre site pour lire la suite. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la chance et l'immense honneur d'être entouré par tous mes petits camarades de la rédaction. Tout le monde est là. J'ai nommé Romane Munier. Salut Romane. Salut Guillaume. Annabelle Laurent. Wouh. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Vincent Louquet, je ne sais pas pourquoi je prends cette voix. Salut Vincent. Salut Guillaume. Lila Megrawa. Et oui, salut Lila, qui revient, qui est là et qui a participé à la rédaction de ce dossier. Et bien évidemment, Blaise Mao, qui lui a coordonné l'ensemble de ce dossier et l'ensemble du magazine. Salut Blaise. Salut Guillaume. Et je vais rester avec toi parce que tu es aussi enthousiaste que moi aujourd'hui et que tu vas pouvoir, puisque c'est toi qui as tout coordonné, avant qu'on rentre vraiment dans les méandres du réseau en 2014, tu vas pouvoir nous dire ce qu'on peut trouver d'autre dans cette Uzbek Erika numéro 25. En 2050 d'ailleurs, plus qu'en 2014, puisqu'on peut reparler de l'année 2014, elle était pas mal pour Internet. Dit 2014 Pourquoi Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? On n'a pas gagné la Coupe du Monde pourtant. Non. Bon bref, donc avant de se plonger dans les méandres du réseau en 2050. Alors, vas-y, fonce, dis-nous ce qu'il y a plein de choses dans ce numéro, ouais. Je vais pas tout vous faire, ça serait passionnant, mais un petit peu rébarbatif. Juste quelques aperçus, on a fait un reportage en Allemagne, à Dortmund, dans le Ruhr. Yeah. Voilà. On n'est pas allé voir un match de foot à Dortmund, puisque évidemment on pense à ça quand on prononce le mot Dortmund. On est allé, enfin un de nos journalistes, Thomas, est allé au Bordel. Qu'est-ce que c'est que le Bordel ? C'est la première maison close d'Allemagne où les prostituées sont toutes des poupées sexuelles made in China. Est-ce que c'est un mélange entre bordel et Évidemment, et doll et love doll. Ah, et love doll. Jeu de mots subtil qui m'a beaucoup plu. Et donc Thomas est allé explorer cette maison où les poupées font oui, oui, oui. Deuxième référence. Superbe titre, voilà. C'est le titre du papier. Paul Naref. Oui, c'est le titre du papier. On peut se permettre sur le magazine papier de faire des titres complètement YOLO, donc on en profite. Au-delà de la blague et du côté accrocheur, parce que sujet sexe. Ça pose plein de questions passionnantes sur notre rapport à l'artificiel, sur la sexualité du futur. Voilà, donc un reportage sur le Bordel de Dortmund. On a aussi été en Caroline du Nord,
pour s'intéresser aux réfugiés climatiques. Souvent, quand on pense réfugiés climatiques ou quand on lit des choses sur les réfugiés climatiques, ça se passe en Asie, ça se passe dans des zones inondées. On pense au Bangladesh, on pense à tous ces pays. Mais le réchauffement et les inondations et les réfugiés climatiques, ça se passe aussi en Occident et notamment aux États-Unis. En Caroline du Nord, c'est un territoire, un État dont la submersion est prévue en grande partie dans moins d'un siècle. Et il y a déjà aujourd'hui une migration climatique inédite qui bouleverse complètement à la fois la sociologie de l'État, son économie. Donc on a fait un reportage sur les United States of Réfugiés climatiques. Et puis plein d'autres choses à retrouver. On a une interview d'Alessandro Pignocchi, qui est un auteur de bande dessinée très drôle, qui nous parle de la ZAD, son nouvel album qui sort dans un petit peu moins d'un mois, courant avril. Ah, on est avant. Se passe dans la ZAD. On est prescripteur, avant même que la BD soit sortie. On explore le futur. C'est fou. On explore le futur. Et puis, on a une story sur Ayn Rand, aussi méconnue en Europe, qui est donc la romancière qui a écrit La Grève. Ayn Rand, qui était... un peu la figure, nous on a titré ça la Che Guevara du capitalisme. Ayn Rand, c'est un peu la figure méconnue donc en Europe, mais hyper lue et hyper appréciée des Américains, révérée par énormément d'entrepreneurs de la Silicon Valley et qui continue d'influencer énormément la pensée de la Silicon Valley aujourd'hui. Donc son histoire est absolument passionnante. C'est un personnage assez abject, mais passionnant, voilà, à lire. La pensée libertarienne, donc. Hein. C'est bien, alors, elle a influencé effectivement les libertariens, mais elle détestait les libertariens. Donc elle détestait les étiquettes, elle détestait à peu près tout le monde, en fait, même les gens qui la vénéraient. C'est un des problèmes de Ayn Rand. Et elle détestait les religions, elle détestait les libertariens, elle n'aimait que l'argent et l'extrême liberté et l'égoïsme, en fait, dont elle faisait une vertu, en fait, et un principe de vie. Intéressant. Ça donne envie de se pencher sur ce personnage. C'est intéressant. Très sympathique, en tout cas. Voilà, et puis plein d'autres choses. Est-ce qu'on fera un bébé dans l'espace en 2024, comme le promet une entreprise hollandaise? On a aussi fait un reportage sur l'horloge du long maintenant. Ça se passe au Texas. C'est une horloge qui va sonner pendant 10 000 ans et qui ne s'éteindra jamais. Projet construit, financé par Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Là aussi, c'est une incroyable saga technologique et une manière de réfléchir au très long terme, qui est un projet qui est dans les cartons depuis 20 ans. Donc on a été voir sur place ce qui se passait. Et puis, un article dont je suis très content, parce que ça fait longtemps qu'on voulait le faire, mais je vais laisser Annabelle le présenter, c'est les Musketeers. On est allé à la rencontre des Musketeers. Peut-être tu peux nous dire qui sont les Musketeers. Musketeers comme fan de Musk. Elon. De Elon Musk. Le fameux Elon. Qui sont donc très nombreux à le soutenir. Là, en ce moment, en plus, Elon Musk traverse une mauvaise passe. Donc, il a besoin du soutien de ses fans qui sont toujours là pour organiser une cagnotte pour lui offrir un canapé quand il dort à l'usine Tesla ou autre petit problème. Quand il fume un joint sous caméra, ils disent il a le droit de faire ce qu'il veut, etc. Et donc l'idée, c'était de savoir s'il y avait des fans de Musk en France. Et alors? Et il y a un Paris Elon Musk fan club. Oh, trop bien. Génial. Donc tu l'as infiltré. Dont Vincent est Vincent, et le chef, tout simplement. Il y a un petit peu de donc, cynisme. Et du coup, j'ai rencontré le fondateur de ce fan club et je me suis un peu immiscée dans une réunion de ce fan club pour comprendre ce qu'on peut s'y dire. Et je ne spoilerai pas. Mais l'idée, c'était de comprendre ce culte de la personnalité qui est quand même assez fascinant. Ton teasing est exceptionnel. Je l'ai lu, mais sinon, j'aurais encore plus envie de le lire. Merci. Voilà, donc plongez dans les fans d'Elon Musk parisiens, c'est bien ça? Yes. Ok, super. Et donc, pourquoi ce dossier, Blaise? Alors, pourquoi Internet? Pourquoi Internet en 2050? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est un gros sujet quand même, Internet. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, ça n'a pas encore été trop traité, d'ailleurs, tant mieux. Mais le World Wide Web fête son anniversaire, c'est 30 ans, puisque le World Wide Web, le WWW, a été inventé donc, par Sir Tim Berners-Lee il y a 30 ans, en 1989, quand il était de passage pour un contrat court au CERN. Et donc, il avait... pondu un document, on en avait parlé dans un article sur le site d'Uzbek Erika, pondu un document où il y avait toute la structure, l'architecture et le principe de fonctionnement du web. Et ce document est incroyable parce que son supérieur de l'époque avait signé
avait trouvé le document intéressant. Il avait mis vague but interesting. Exciting, pardon. Vague but exciting, vague mais assez excitant, 3 petits points. Et c'est une super. Ce document est assez connu des gens qui s'intéressent à Internet et à son histoire. Et ça résume, je trouve, très bien. C'est la meilleure définition en 3 mots qu'on peut faire d'Internet, quoi. C'est vague, mais c'est excitant. Parfois, c'est horripilant, mais ça reste indispensable, quoi. Et je trouve que 30 ans après, on est plus que jamais dans un Internet qui est vague but exciting. Et donc, on s'est dit, Internet fête ses 30 ans, et si on faisait un dossier anniversaire en s'interrogeant, puisqu'on explore le futur, c'est notre mission éditoriale, à quoi ressemblera Internet dans 30 ans ? Donc, on s'est projeté à horizon 2050. Pour essayer de comprendre à quoi ça va ressembler. Et on a organisé ça en 10 questions, tu le disais en intro, qu'on a structuré à chaque fois avec un mini-scénario élaboré par la rédaction et qu'on a soumis à plusieurs experts. Alors c'est aussi bien des écrivains de science-fiction comme Alain Damasio, que des universitaires, que des économistes, que des start-upers, que des entrepreneurs. Voilà, plein de figures d'acteurs du web à différentes des gens échelles. Qui pensent et des gens qui font aussi. Voilà, doers and thinkers. Doers and thinkers, yeah. Et c'est cool parce qu'on a un dossier qui est un peu différent par exemple, de celui qu'on a pu faire sur l'effondrement, qui était, je pense, plus intellectuel, entre guillemets, on va dire, et plus dense intellectuellement. Là, on a un dossier qui part dans plein de directions. Je trouve ça assez cool à picorer. Vous verrez, il y a plein de formats courts, plein de mini-interviews, plein de regards différents en fait sur les internets du futur, puisque en couve on pose la question de quel futur au pluriel pour Internet, puisqu'il n'y a pas un mais des internets, c'est comme l'Afrique, il n'y a pas une mais des Afriques, et donc voilà, 10 chapitres, 10 questions, 10 scénarios, des trentaines et des dizaines d'interviews. Et une couverture magnifique. Une couverture complètement dingue. Ouais, on remercie la direction artistique de Marine Benz. Avec un Pantone orangé fluo de folie. Eh bien, écoute, on va rentrer dans ce dossier, on va pénétrer dans les arcanes du réseau Internet en commençant donc on va vous résumer quelques petites questions, hein. on va vous en faire 5 sur 10 parce qu'on est quand même assez cool, mais on va essayer d'aller assez vite et de vous donner envie de vous plonger dans ce dossier et également dans tous les autres merveilleux articles que Blaise a présentés, et il en a oublié quelques-uns. Donc on va commencer avec Vincent, qui lui s'est posé la question de savoir si en 2050, 9 milliards d'êtres humains seront connectés au réseau. Tout à fait. Pour commencer, pour savoir déjà si nous allions accomplir cette mission de connecter l'ensemble de l'humanité au réseau. Et pour lancer le sujet, je vous propose un petit son de notre ami Zuckerberg. Oh. You know, net neutrality is an important principle, right? And we do a lot to support it, both in terms of pushing for regulation that kind of enables this. Facebook 100% support net neutrality. We lobby for it across the world. We build an open platform with no filtering. You guys should count on us to be supportive of that. But at the same time, I think we should all make sure that we also continue to push for access, because that is extremely important. Oui, c'est extrêmement important. C'était donc le patron de Facebook qui parlait en 2015 devant des étudiants de Delhi, et qui expliquait donc en Inde, et qui expliquait que la neutralité du net était très important, était quelque chose que Facebook soutenait à fond, à 100%, qui faisait même du lobbying à travers le monde entier pour soutenir cette neutralité du web, et qui rappelle que d'ailleurs Facebook a été construit comme une plateforme ouverte sans filtre. Ce qui est assez marrant parce qu'il dit ça en 2015, avant qu'on commence à émettre des restrictions sur le côté filtrage nécessaire de certaines publications. Et surtout, en fait, Mark Zuckerberg conclut en disant « Mais il faut quand même aussi pas oublier qu'il faut apporter Internet à ceux qui ne l'ont pas. C'est aussi la mission première qui met un petit peu en opposition à la mission de conserver la neutralité du net. Et c'est un petit peu ce qui ressort dans ce premier chapitre. Va-t-on connecter 9 milliards d'individus à Internet ? En fait, il y a un double enjeu qui se confronte en permanence. D'un côté, connecter le monde. Aujourd'hui, on a 55% de la population connectée à Internet. Mondiale. Donc, il y a entre 3 et 4 milliards d'individus qui n'ont pas encore accès à Internet.
cette connexion mondiale, elle se heurte au respect ou non de la neutralité du net. Donc la neutralité du net, on va la définir. Voilà, merci. Je suis en train d'agiter les bras pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la neutralité. En gros, c'est le principe qui veut qu'il n'y ait pas de discrimination entre les contenus sur Internet, que tous les flux soient accessibles de façon égalitaire, quels que soient leurs moyens financiers ou politiques ou leurs éventuels poids potentiels. Que n'importe quelle information de n'importe quel opérateur vous arrive exactement de la même manière sur votre téléphone mobile ou sur votre écran. Voilà. Et donc, ces enjeux ne sont pas forcément toujours conciliables. En 2050, dans le petit scénario qu'on propose dans le dossier, je propose moi de répondre d'abord oui, on va réussir à connecter 9 milliards d'individus à Internet pour plusieurs raisons. D'abord parce que les infrastructures classiques se développent, c'est ce que pu dire les experts qu'on interroge dans le dossier, c'est que les fameux câbles dont Annabelle en reparlera peut-être se développent dans les pays en développement, notamment en Afrique, ou en Inde où il manque beaucoup Internet. Ces câbles arrivent, ces infrastructures arrivent, donc qui permettent de relier entre les continents les différents réseaux. Et il y a aussi de nombreux autres acteurs qui veulent amener Internet sans les câbles, notamment Internet sans fil. C'est notamment le cas des GAFA qui ont tout intérêt, évidemment, à connecter le plus de gens possible pour ramener des gens sur leur réseau. On peut parler de Google, par exemple, avec ses ballons remplis d'hélium Loon qui veulent asperger le monde de 4G, voire de 5G le plus tôt possible. Dès cette année, d'ailleurs, ils ont un contrat qui est en cours de finalisation avec le Kenya pour développer des ballons Loon au Kenya. Ah, tu m'apprends quelque chose. Voilà, ça vient de sortir. Super. Donc il y a ça du côté de Google. Il y a la même chose du côté de Facebook qui met des drones en partenariat avec Airbus, avec d'autres spécialistes des drones et avec aussi des espèces de mini-boîtiers étanches qui seraient disponibles extrêmement facilement, donc qui permettraient de répondre à cet Internet sans fil là où il n'y a pas aujourd'hui Internet. Et puis encore de nouveaux acteurs qui arrivent, ce sont les nouveaux acteurs spatiaux qui veulent, eux, passer par l'orbite spatiale terrestre et développer des constellations de mini-satellites pour, encore une fois, avoir un Internet qui couvre l'ensemble de la planète. Il y a le projet OneWeb qui doit décoller aussi en février sur un vaisseau Soyuz pour développer une première salve de ces mini-constellations. Et évidemment, SpaceX, le chef des Musketeers, Elon Musk, je précise. Une entreprise dirigée par Elon Musk, encore une. Qui doit aussi avoir son projet Starlink, qui doit développer environ 11 000 satellites, avec le projet comme ça de connecter l'ensemble de l'humanité à Internet. Tout ça pour dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas si on estime qu'Internet est une bonne nouvelle pour l'humanité, c'est un autre débat. Mais c'est 9 milliards d'êtres humains qu'on devrait être, d'un point de vue démographique en 2050, pourraient avoir quasiment intégralement une connexion à Internet. Le problème... Parce qu'il y a un problème. Bah oui. C'est que quand on est à la fois distributeur, fournisseur d'accès et producteur de contenu, il y a un conflit d'intérêts potentiel. C'est le cas notamment de Facebook. L'histoire donne déjà un cas concret, puisque Facebook a voulu développer un service qu'ils ont d'abord appelé Internet.org, puis FreeBasics, pour apporter gratuitement, sous couvert de projets philanthropiques, un Internet gratuit à beaucoup de gens qui en manquaient, notamment en Inde, en Birmanie ou en Égypte, dans des pays où il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas accès au réseau. Le problème, c'est que ces FreeBasics, c'était un Internet sélectif qui contrevenait à la neutralité du net. On avait accès à juste certaines fonctionnalités, évidemment à Facebook et aux partenaires de Facebook. Et puis, il fallait payer si on voulait avoir accès à d'autres services. Donc, ça n'a pas plu à tout le monde. L'Inde a rejeté ce service, l'Égypte a rejeté ce service, plusieurs pays ont rejeté ce service au nom de la neutralité du net. Donc, Facebook a un petit peu perdu ce combat-là, mais ça montre une volonté, une dynamique qui, d'ici 2050, risquerait en tout cas de mettre en péril cette neutralité qui, on le rappelle, a déjà été supprimée aux États-Unis l'an dernier par l'administration Trump. Absolument. On peut parler aussi du Portugal. Annabelle en parlait dans un article sur le Trinet, où si on va au Portugal, on peut avoir accès en payant adhérents à différents packs pour avoir accès à YouTube, à Facebook, à différents services. Notamment sur les forfaits mobiles. Ouais. Exactement, voilà. Donc c'est un scénario qui n'est pas très optimiste, puisqu'on pourrait avoir comme ça un Internet qui connecte l'ensemble de l'humanité, mais qui soit un Internet qui pourrait devenir assez finalement balkanisé, comme disait une des intervenantes dans le dossier, un Internet en silo, où chacun aurait différents réseaux qui pourraient être inégalitaires et surtout ne pas être très neutres. Ajoutons à cela la possibilité que chaque État ait son propre Internet, acteur privé et acteur public, et on aurait effectivement... Non plus un Internet comme à l'origine, mais des Internets. Alors juste pour conclure sur une note un petit peu optimiste, on a notamment interviewé Mitchell Baker, la présidente de la fondation Mozilla.
Mozilla qui fait Firefox notamment, c'est ça? Exactement, voilà. Donc qui milite pour un Internet libre, un open source, etc. Et qui, elle, voilà, voit un avenir un peu plus radieux, en tout cas un note optimiste, en disant, grâce à des mobilisations, à de la sensibilisation et aux outils numériques aussi qui se développent, on peut encore avoir des Internets qui soient libres et qui sauvent l'esprit d'origine de Tim Berners-Lee et compagnie. Parfait, concluons avec Mitchell Baker. Merci Vincent, ça donne assez envie de se plonger dans ton article. Autre article, autre sujet, mais qui quand même est une jolie corrélation avec celui de Vincent, c'est l'article signé Lila, toi Lila, tu t'es interrogée sur le fait de savoir si le smartphone aura disparu. Est-ce qu'on n'aura plus de les interfaces. Et les interfaces. Alors après la prédiction de mon ami et collègue Vincent d'un web qui fonctionnerait par silo, là la question serait de se poser si le web va devenir ubiquitaire. Alors ça, c'est une intuition qu'a eu Rafi Aladjian. Je ne sais pas si vous voyez le papa, c'est le papa du Nabastag. Oh, le petit lapin. De mignon petit lapin connecté qui prédisait il y a à peu près 10 ans, lui, il imaginait en fait l'arrivée de technologies qui seraient invisibles. D'accord. Qui seraient partout, mais invisibles. La définition d'ubiquitaire, donc c'est ça? Enfin, voilà. Partout et invisible. Tout à fait. Oh, super. Tout à fait. J'ai compris. On connaît des trucs. Là, j'essaie de... Attends, j'essaie pour le scénario, je vais vous demander une capacité de projection. Allons-y. Alors, nous sommes en 2050. Internet n'est plus. Internet est partout. Et tel le génie de la lampe, Internet peut être convoqué à la fois d'un geste, ça peut être un haussement de sourcil, ça peut être une grimace, ça peut être la manière dont tu plisses le nez, Guillaume, quand ça te gratouille. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui te gratouille? Ce podcast me gratouille un peu. Passons. Il est 8h, la cafetière a commencé sa journée. Ok. Pourquoi? Comment? La cafetière, ou plutôt l'assistance centrale de votre maison, a réussi à capter en fait le rythme cardiaque. D'accord. A capté que vous alliez bientôt vous réveiller. Donc elle a lancé le café. Tout à fait. À 8h15, vous êtes réveillé par un doux fumet qui s'échappe de la cuisine. Moi, je ne vais pas vous spoiler la totalité du scénario. J'ai posé la question à la fois à Luc Julia, qui est l'un des papas, décidément, ça fait beaucoup de papas du web, l'un des papas de Siri, qui lui aussi imagine un web ubiquitaire, qui est aujourd'hui vice-président innovation de Samsung. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que pour lui, l'interface... Alors, effectivement, on n'aura peut-être plus d'écran, mais on peut imaginer que l'interface devienne toi et toi. Tout le monde et tous ceux qui sont seuls. Toi plus exactement. Moi, plus toi. Après, les tests c'est moi, l'interface c'est moi. D'accord. Donc en fait, les fringues, par exemple, les vêtements pourraient devenir des interfaces qui capteraient des informations perso, mais qui les transmettraient aussi. À l'extérieur, d'accord. Une autre et dernière prédiction. J'ai également eu Cathy Pearl, qui est spécialiste du design des interfaces vocales, en poste chez Google. Ah oui, parce que actuellement. Tu parles de plein d'interfaces et donc tu t'es aussi intéressée aux interfaces vocales grâce à Cathy Pearl. Voilà. Alors, elle, c'est pas le plus intéressant. D'accord. Elle part du principe que dans le futur, on sera beaucoup plus silencieux. La télépathie pourrait devenir réalité. Elle cite le projet Alter Ego développé par le MIT Media Lab, qui est en fait une espèce d'appareil qui ressemble à un kit main libre et qui capte les signaux neuromusculaires. Ok, en fait, au niveau de la mâchoire Oui, exactement, au niveau de la mâchoire. Et on serait capable, à terme, selon elle, de penser allume la télé, et qu'en fait, cette espèce de petit appareil capte l'ordre et allume la télé. Pas mal pour les compteurs Linky. Okay. Ça fait rêver. Là, autour de la table, on est chaud patate. Qui veut tester la maxillaire là? Oh mon Dieu.
Non, mais c'est intéressant de savoir qu'on travaille sur ce genre de dispositif, en tout cas. Voilà, donc un web ubiquitaire, sûrement bien plus... qui nous permettrait d'être bien plus silencieux. Et plus feignant. À la fois, plus feignant. Mais à la fois sursollicité. Oui, en permanence, évidemment. Voilà. Super, ça donne une belle, ça donne envie d'aller vers 2050 et vers l'Internet ubiquitaire. J'adore ce mot, ubiquitaire. C'est agréable à prononcer. Merci Lila. Très pédant. Merci à toi Lila. On va enchaîner avec ubiquitaire et jubilatoire. Arrête de balancer des mots comme ça, puisque j'étais en train de faire l'enchaînement vers Romane. Pardon, je suis désolé. Romane qui a travaillé, elle, qui s'est penchée sur la question qui fait peur à tout le monde, qui est celle de la cyberguerre mondiale. Et sa question était de savoir si, tout simplement, est-ce qu'elle aura lieu en 2050 ? Est-ce qu'on va tous mourir cybernétiquement ? Alors depuis Mr. Robot, on parle beaucoup plus et beaucoup plus fréquemment de cyberattaques. Donc on parle de piratage, on parle aussi dans Black Mirror. Dans un des épisodes, je vous rappelle, qui s'appelle Tais-toi et danse, on a quelqu'un qui fait chanter un adolescent après l'avoir filmé en train de se masturber devant son ordinateur. Oui. Donc depuis d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui ont mis des caches sur leur webcam, ce qui est une bonne idée. Avant même, mais oui. Ça aide. Mais du coup, dans ce dossier, je suis allée un petit peu plus loin avec les experts que j'ai rencontrés. On a dépassé le vol de données ou juste le piratage d'ordinateurs via les webcams, qu'on appelle d'ailleurs le creepware. Le creepware, ah tiens. Voilà. Et je suis partie en fait de la première cyberattaque qui a été reconnue, c'est celle qui s'est passée en 2007 contre l'Estonie. On appelle ce genre d'attaque une ADS, c'est une attaque par déni de service. En gros, tous les sites de l'administration estonienne, les banques, les médias avaient été rendus inaccessibles pendant plusieurs semaines et les hackers, qui étaient probablement russes, avaient tout simplement utilisé la méthode dite du botnet. Vu que toutes les institutions estoniennes étaient reliées entre elles via Internet, il a suffi aux hackers de connecter plein d'appareils sur le même réseau pour le saturer et du coup déconnecter tout le monde. Donc à ce moment-là, le président de l'Estonie avait parlé, qui s'appelait Thomas Hendrik Livs. Il avait déclaré que ces actes de déstabilisation étaient une nouvelle forme de terrorisme. Donc moi, je vous propose de découvrir le scénario que j'ai écrit un petit peu en m'inspirant de ces cyberattaques. Un scénario qui partirait à partir de 2025, où on a la Navy qui fait les frais d'une cyberattaque, elle aussi. En fait, un de ses navires automatisés est détourné par un hacker et il s'écrase sur le port de San Diego. Bilan, 84 morts. En 2033. Allez, on aurait pu faire pas moins. 82, pas 86. 84. Peut-être une référence à 1984. En 2033, d'ailleurs, j'ai remarqué, après avoir relu ce scénario, que 2033, c'est quand même 100 ans après, en Allemagne, une élection particulière. Pas très sympathique. Donc là, on est à Berlin et en fait, une clinique vient d'être attaquée. La coupure de courant dure environ 37 heures et 7 patients qui étaient dans le coma meurent à cause de cette attaque. Oups, et en 2045, on va encore plus loin. On découvre des contenus pédopornographiques sur toutes les tablettes des actionnaires de Barclays. Du coup, la banque s'écroule et les clients endettés avec. Donc là, suspectant une cyberattaque russe, par exemple, le Royaume-Uni, il va envoyer des bombardiers survoler Moscou. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingo. YOLO. Ça va pas, Roman? C'est l'alerte YOLO. On précise à nos amis auditeurs actionnaires de Barclays que ce n'est qu'un scénario. Méfiez-vous de vos tablettes quand même au cas où. Alors vous m'avez spoilé un petit peu la fin de ce scénario qui était assez prévisible. Et bien on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale, évidemment. Et voilà, à cause de... D'accord, bon. Alors j'ai confronté ce scénario très optimiste à 4 spécialistes de la question. Donc d'abord Jan Prisalou, qui était lui un des rares hommes à avoir senti la menace en Estonie. En fait, lors de la cyberattaque en 2007, il était responsable de la sécurité dans une des plus grosses banques estoniennes. D'accord. Et pour lui, en tout cas, c'est ce qu'il m'a expliqué, chaque conflit va désormais être précédé par un cyberconflit. Il a parlé par exemple du printemps arabe qui avait commencé d'abord sur Internet avant d'éclater dans les rues. Demain, du coup, pour lui, il serait possible très facilement de désactiver toutes les infrastructures d'un pays pendant plusieurs mois. Et ça, c'est un scénario que Guy-Philippe Goldstein, qui est professeur à l'école de guerre économique de Paris et aussi l'auteur de l'ouvrage de SF Babel Minute Zéro, est assez d'accord. Il parle de des cibles privilégiées des cyberattaques de demain. Donc moi, je lui ai demandé, est-ce que ça peut être la domotique de nos appartements? Est-ce que ça va être nos systèmes informatiques, par exemple ceux de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos administrations? Ou ça peut être carrément notre système politique et ses membres? Il suffit de les décrédibiliser pour qu'un système politique s'effondre.
Donc ça, vous le découvrirez dans le magazine. Your fake news. Quel teasing, génial. Teasing de ouf. Et j'ai aussi discuté avec Keren Elazari, qui est une analyste en cybersécurité à Tel Aviv, et on a aussi abordé les GAFA. We really like to think, and I'm the first one who's an optimist about how technology can help make life better. But in fact, in the past couple of years, we've already seen examples that it could make the world actually less democratic and potentially, under the control of only a few organizations. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, elle explique que malgré son optimisme par rapport aux technologies, à l'utilisation en tout cas de ces nouvelles technologies, elle a peur que la démocratie demain soit menacée par des entreprises comme les GAFA, qui ont des monopoles et qui, si elles sont acquises un jour, pourraient déstabiliser gravement les États qui dépendent, certains services en tout cas, dépendent des services proposés par les GAFA. Nos hôpitaux, par exemple, en tout cas aux États-Unis, on se sert de certains GAFA pour améliorer la médecine prédictive, etc. Donc si ça, c'est hacké, ça peut bouleverser les systèmes politiques. J'ai rencontré aussi Julien Nossetti, qui est chercheur à l'Institut français des relations internationales, et lui a abordé plutôt la difficulté qu'on aurait à résoudre en fait ces conflits numériques demain. Parce qu'en fait, c'est pas un conflit très simple, c'est un conflit qui est à la fois civil, mais aussi militaire. C'est un problème de sécurité intérieure, mais aussi un problème de politique internationale. Et c'est difficile d'attribuer les attaques. Voilà, et aussi de légiférer sur ce genre d'attaques pour trouver les coupables et savoir comment les régler. Bref, la cyberguerre mondiale aura-t-elle lieu ? Non, tu sais toujours pas, t'as pas répondu à la question. Eh bien, malgré tout ça, non. Non, mais la réponse sera dans le magazine. Oh, génial, j'ai très envie de le lire. Alors, certains disent que la cyberguerre, en fait, il n'y a pas de cybermort, donc en fait, c'est une continuation de la guerre. Il y a armée de terre, armée de l'air, armée de... Il y a des gens qui se sont suicidés suite à des dévoilements de données personnelles dans des hacks. Donc, c'est quand même des morts indirectes liées à un acte de hack. Oui, mais quand on parle de guerre, on parle d'États qui se font la guerre les uns aux autres. Enfin, bon, mais c'est une question passionnante. Merci Roman. Je vous conseille cette petite question et ces 4 spécialistes qui sont fascinants. Je vais me donner la parole à moi-même, dis donc, puisque moi je me suis intéressé à la question de savoir si un web vraiment décentralisé pouvait relancer l'utopie d'Internet. On en a parlé un peu au cours de cette petite conversation, au cours de ce podcast. L'utopie d'Internet, pour rappel, c'est quand même Tim Berners-Lee et d'autres de ses camarades qui créent donc le World Wide Web et des premières communautés, notamment de scientifiques et de quelques militaires, mais surtout de scientifiques qui communiquent entre eux pour s'échanger des informations et essayer de rendre le monde meilleur. Donc moi, je me suis posé la question de savoir comment le peuple pouvait donc s'emparer d'Internet, s'emparer à nouveau du réseau, et à quoi ressemblerait un Internet débarrassé des grandes plateformes commerciales. Ça donnerait quoi, en fait, un Internet par le peuple et pour le peuple, un Internet donc véritablement démocratique. Et comme j'étais encore marqué par notre boulot sur la collapsologie et l'effondrement de nos civilisations, j'ai décidé d'envisager un scénario où tout, même Internet, se serait effondré. Alors dans ce scénario, on commence par l'utopie directe, quoi. Ça, oui, mais de la dystopie peut naître l'utopie, Vincent. Exactement. C'est à ça que je veux en venir. Pardon pour le spoil. Et donc j'imagine une jeune femme qui s'appelle Masha et qui a été désignée par sa communauté dans laquelle vit à peu près 1000 personnes pour créer un réseau qui permettrait de communiquer, vu qu'elle aime bien bidouiller des trucs. Alors comment faire ? Heureusement, elle a fait une école d'ingé avant que tout ne s'effondre, parce qu'elle a pu entendre parler des réseaux mèches. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi les réseaux mèches ? C'est des réseaux de télécommunications maillés, sans fil. Bon, certains sont sans fil, d'autres avec fil, mais plutôt sans fil, paire à paire. Donc en gros, chaque nœud de réseau, et chaque nœud de réseau, ça peut être n'importe quoi, un ordinateur, une antenne, chaque nœud relaie les données et permet de communiquer de proche en proche. C'est un mini Internet communautaire. Et ces réseaux mèches sont souvent utilisés par des activistes, encore maintenant. Tu as évoqué les printemps arabes tout à l'heure, Roman, également au cours des printemps arabes, pour communiquer de façon sécurisée et indépendante, et en dehors ou à côté du réseau principal. Il y en a qui fonctionnent dans quelques villes actuellement, notamment à Détroit, pas sans savoir que Détroit a vécu un effondrement économique majeur, et un certain nombre d'associations ont recréé avec des habitants des réseaux en fonction des quartiers, etc., en déployant des antennes à l'arrache sur les toits. Il y a de très jolis reportages là-dessus, je vous conseille d'aller les voir. Et pour évoquer donc cette utopie, j'ai sollicité un écrivain de SF. Alors, tu as spoilé tout à l'heure, oui. Ça va gâcher un peu mon effet, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, certains d'entre vous vont peut-être le reconnaître ici.
Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole? Isola, l'île, quoi. J'ai réussi à caler un morceau de Ron dans le podcast et mon travail est effectué. Bon bref, pour celles et ceux qui l'ont pas, il s'agit donc d'Alain Damasio, l'auteur de La Zone du Dehors et donc de La Horde du Contrevent dont il parle dans cet enregistrement. Et il a bien voulu réagir à mon petit scénario. Alors imaginez, moi, grand fan devant l'éternel de science-fiction et d'Alain Damasio, envoyer un scénario de science-fiction à cet auteur. Je peux vous dire que j'avais un peu peur de son retour. Il y a les Damasio. Bon bref, pour lui, il faut effectivement se débarrasser des grosses plateformes, de tous ces monopoles qu'il qualifie de trous noirs. Et je le cite, une solution serait de faire muter le réseau, de l'éclater en îlots et en archipels pour retrouver la capacité à toucher des communautés sur des bases de proximité plus locales. Donc il milite pour ces îlots à taille humaine qui permettent aux internautes d'empoigner le réseau, d'agir sur son fonctionnement et pas de le subir. Donc on est bien dans la réappropriation du réseau par les individus. Et les réseaux mesh permettraient cela si tant est que l'on passe par, selon lui encore, une phase d'insurrection et que le peuple éveillé à ces enjeux construise soi-même son réseau. Alors il baptise ça des ZADA Center, hein, parce que entre data center et ZAD, tu l'as, vous l'avez, c'est génial. Donc bref, pour Damasio qui réfléchit quand même depuis des années à la nécessité de réinventer des utopies pour sortir de ce qu'il appelle le techno-cocon dans lequel on est tous enfermés, l'anarchisme magnifique des origines d'Internet ne se retrouvera que par les vertus des réseaux autonomes. Je vous laisse méditer cette dernière phrase et j'en ai fini. Voilà. Vive l'utopie. Merci, Guillaume. Et vive la science-fiction. J'en ai fini, mais on n'en a pas fini avec ce dossier qui se conclut par une question essentielle et centrale, Annabelle, qui est celle de l'extinction totale du gros bouton sur lequel on appuie, plus d'Internet. Effondrement d'Internet. Est-ce qu'on pourra éteindre Internet? C'est ça ta question? Peut-être. Et voilà. Merci. Voilà. Et bonne semaine à tous. J'ai donc imaginé qu'en 2050, on pouvait éteindre Internet, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais Internet, ce sont des câbles sous-marins, on en a parlé tout à l'heure. Ils sont posés au fond de l'océan, et s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas s'envoyer des mails alors qu'on est à côté dans le bureau. Et des chats. Donc le nombre de ces câbles augmente chaque année. On en comptait 427 en 2017 et j'aimerais pouvoir vous donner le nombre aujourd'hui, mais on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Donc je vous invite à aller faire le calcul. 427 énormes câbles comme ça sous-marins. Énormes câbles sous-marins. Donc on a quelque part en fait cette vague idée que Internet doit être immortel puisque immatériel. On parle de cloud, on a l'impression que tout flotte dans les nuages, mais pas du tout. Ubiquitaire. Et si ces câbles sont endommagés, Internet peut être complètement coupé. Ça a eu lieu en 2015 en Algérie. Oui. Un câble a été sectionné par une ancre et ça a privé de l'Algérie d'Internet pendant 5 jours. Et plus récemment, le 20 janvier, les îles Tonga, qui est donc un archipel du Pacifique, mais qui compte tout de même 100 000 habitants, a connu donc le même sort. Et pendant 2 semaines entières, ils ont été privés d'Internet. How would you feel if you woke up one morning without any internet? What would you do if it wasn't just you, but your whole country? The Pacific Islands nation of Tonga has almost no internet after its only internet cable was damaged. The director of a Tonga news service said it's an absolute disaster for Tonga, a national crisis. Donc un petit bulletin qui fait un petit peu pub, mais un bulletin d'information. Oui, j'ai compris tardivement, d'accord. Qui annonce donc, qui se fait l'écho de cette crise nationale que ça a provoqué dans les îles Tonga. Donc 100 000 habitants sans Internet, évidemment, il a fallu donner la priorité aux agences gouvernementales, aux banques, aux compagnies aériennes. Les gens ne pouvaient pas aller sur les réseaux sociaux puisque c'était pas vraiment prioritaire. Retrouvez-vous à la vie. Et voilà. Oh bravo Vincent. Et qu'est-ce qui a causé cette rupture? En fait, on ne sait pas encore. C'est la question que j'avais posée. Une première hypothèse, c'est qu'un pétrolier aurait arraché par accident le câble avec une ancre, mais l'hypothèse du sabotage n'est pas totalement exclue. Génial. C'est qui m'emmène à mon scénario de 2050 que j'ai soumis aux experts. J'imaginais que ce type d'accident, dont pour l'instant on entend assez peu parler, se multiplie. Donc les experts m'ont confirmé que ça peut en effet avoir lieu, et même si on a quand même fait un bond technologique
notamment avec l'investissement des GAFA sur la construction de ces câbles, ils restent vulnérables, donc il y aura a priori toujours des accidents, et dans 30 ans, a priori, on n'aura pas trouvé la solution miracle pour que ça n'arrive pas. Mais on a assez... Apparemment, me dit Jean-Luc Villemin, directeur des réseaux internationaux d'Orange, on a assez de navires câbliers pour réparer les câbles en cas de coupure, rupture, du câble en question. D'accord. Des navires câbliers, c'est joli. C'est joli. Ouais. Donc les accidents vont arriver. Voilà, on aura peut-être plus de... Shit happens. Merci Blaise. Mais en fait, que sont les accidents finalement par rapport à l'enjeu beaucoup plus... démentiel qu'est la question géopolitique en fait que posent ces câbles. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale l'a annoncé dans son étude Choc Futur il y a quelques mois. Tu en avais parlé, Guillaume. Oui, tout à fait. Couper Internet aux pays ennemis pourrait devenir la nouvelle arme diplomatique. Donc ça paraît comme ça complètement lointain, et je m'attendais en fait à être rassurée par mes experts, mais pas du tout. Ah, mince. Voilà. Donc ce Jean-Luc Villemin de chez Orange me dit que c'est totalement un scénario possible. Il me parlait du fait qu'il y a une vraie prise de conscience récente sur ce sujet. En fait, les États-Unis sont en train de protéger leurs câbles à l'aide de barrières soniques. En Europe, on s'est rendu compte que les Russes s'étaient vraiment approchés de très près de nos câbles, et c'est la Marine nationale qui doit les protéger, mais avec 15 bateaux pour surveiller une immense zone, ils s'arrachent un petit peu les cheveux. Et très très récemment aussi, l'Australie a refusé la pose d'un câble sous-marin sur son territoire, un câble sous-marin chinois. D'accord. Donc cette méfiance ne vient pas de nulle part. Il y a vraiment des risques réels, et d'autant que là encore, c'est toujours Jean-Luc Villemin qui parle d'une menace asymétrique. En fait, la Chine, si ses câbles sont coupés, tout ira bien, puisque, comme vous le savez, son Internet est presque un intranet. Donc sa sensibilité est assez moindre, alors qu'en France, en Europe, 80% du trafic Internet généré part aux États-Unis. Et donc on a une dépendance énorme à ces câbles transatlantiques, et leur vulnérabilité peut nous affecter, vraiment nous fragiliser nos économies à une échelle dont on... Voilà, qu'on peut même pas mesurer, effectivement. À imaginer. Voilà, donc je pensais être rassurée, mais il y a cette question accidentelle qui peut être assez évacuée. Mais en revanche, la question du risque géopolitique apparemment semble être complètement d'actualité et pourrait nous surprendre dans le futur. Et c'est fort dommage, parce que dans ces câbles circulent des œuvres d'une qualité incroyable, et je crois que tu voulais la faire partager à nos auditrices et auditeurs, donc on va y aller. Voilà, alors c'était une conclusion. C'est un peu l'hymne des dernières semaines de la rédaction. C'est l'hymne de la rédaction. On vous partage tout. On n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que Internet n'aura plus aucun secret pour vous. Internet en 2050, grâce à notre merveilleux dossier. Il y a 5 autres questions qu'on n'a pas mentionnées encore. On vous laisse découvrir tout ça dans le dossier ou sur la 4e de couverture que j'ai sous les yeux. N'hésitez pas à vous abonner à nos autres émissions, car oui, nous en avons 2 autres pour l'instant, peut-être plus dans pas très longtemps. Il s'agit de Rencontres du 3e type et de l'émission de Vincent autour de l'espace et de son exploration. 300 milliards d'étoiles. Vous pouvez retrouver tout ça sur toutes les plateformes de podcast et nous mettre des petites étoiles, des petits commentaires, des petits likes, des petits bisous. Nous écrire aussi à podcast@ouzbekerika.com. On a hâte de vous entendre. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.